Imagine un peu le tableau. T'as Sisyphe, un descendant direct de Prométhée, qui décide un jour de cordialement envoyer les dieux aller se faire foutre. D'un côté, ça poucave Zeus, ce gros violeur, de l'autre, ça enferme Thanatos, le littéral dieu de la mort, et quand il est enfin sur le point de se faire douiller par Hadès, il lui sort un Uno Reverse et disparaît de la circulation jusqu'à ce qu'il devienne vieux. Alors évidemment, parce que tu ne peux pas continuer d'éviter la sentence indéfiniment, il se fait choper et est condamné à un horrible supplice. Ce dernier devra pousser un rocher tout en haut d'une montagne, tout ça pour le voir dégringoler tout en bas de la montagne et devoir recommencer encore, et ce, pour le reste de l'éternité. C'est un destin véritablement cruel qui en rendrait plus d'un fou, et pourtant, Sisyphe trouve du bonheur et du confort dans sa tâche. Mais pourquoi, en fait? Si la vie est véritablement horrible, n'est-ce pas là simplement une forme de déni avancé? N'est-ce pas là simplement regarder quelqu'un de dépressif et lui dire d'arrêter d'être triste? Je veux dire, pourquoi Sisyphe serait-il heureux? Il est con, c'est ça? Réduire cette histoire à quelques phrases ne lui rendrait pas justice, car sa portée englobe l'existence même. Comme Sisyphe, toi et moi avons de nombreux rochers qui vont éventuellement dégringoler en bas de la colline. Certains se lancent dans de longues études ainsi que dans la quête de carrière, d'autres se lancent dans des relations, que ce soit avec des amis ou des partenaires, et pourtant chacun de ces rochers pourrait éventuellement descendre en bas de la colline, tout ça pour qu'on recommence à les pousser à nouveau. On pourrait même en supposer que la vie elle-même est un énorme rocher qu'on pousse incessamment et qui retombera toujours éventuellement en bas de la colline. Mais du coup, concrètement, à quoi sert la vie si rien n'est jamais garanti, rien n'est permanent et la majorité de nos expériences puent la merde? Vois-tu, quand tu mets des gens face à des situations sans issue, ces derniers finissent tout simplement par accepter cette situation comme un fait immuable, une part intégrante de leur existence. Ils sont convaincus alors que parce que rien n'a marché la dernière fois, rien ne marchera la prochaine fois non plus. C'est ce qu'on appelle l'impuissance acquise. Il est probable qu'après avoir compris l'étendue de sa situation sans fin, Sisyphe a compris qu'il était alors sans issue et impuissant. Son passé est une succession d'échecs, alors certainement son futur en sera tout autant. Je sais pas toi, mais jusque-là pour moi ça sonne pas trop comme les mots d'un mec soi-disant heureux. L'impuissance acquise se manifeste plus souvent comme une défiance du passé qui, ironiquement, nous rend encore plus impuissants par rapport à notre futur. Certains, pour éviter de faire face à la réalité, finissent alors par traîner dans les bars tous les soirs. Boire pour oublier, hein, toi-même tu sais. Et d'autres encore se flinguent volontairement les neurones sur leur 100e short de motivation de la journée avec une vidéo Subway Surfer en dessous là. Et dans d'autres cas encore, on peut se retrouver coincé à s'imaginer les différents chemins qu'on aurait pu emprunter par le passé. Oh, j'aurais dû faire ça. Oh, j'aurais pu faire ça. Et si je l'avais fait aujourd'hui, j'aurais ça. Tout ça, c'est vivre dans un monde qui n'existe pas et qui n'existera jamais, car nul ne peut changer le passé. Mais dans tous ces cas-là, on cherche désespérément à fuir notre passé. Et ce faisant, on lui donne le contrôle sur le reste de notre vie. Camus appelait ça l'absurde, c'est-à-dire la confrontation de nos rêves, de nos espoirs et de notre désir à trouver un sens face à un univers qui s'en fiche pas mal de ce qu'on veut vraiment. On s'oppose à nos circonstances en croyant avoir un degré de contrôle sur la vie, au point où on finit par se bourrer le crâne d'idées telles que quand j'aurai cette nouvelle voiture, quand j'aurai cette maison, quand j'aurai cette femme, quand j'aurai cet argent, quand j'aurai enfin les 100 000 abonnés, abonne-toi au passage, là je serai vraiment heureux. Et pourtant, très souvent, ce sont là de faux espoirs qui nous mènent inévitablement à la déception. Ce qui, pour beaucoup, marque le moment où ils admettent leur impuissance face à l'absurde. Et tu sais quoi? C'est une bonne chose, car au moins, contrairement aux autres, toi tu en es conscient. Et maintenant que t'en es conscient, plutôt que de continuer à chialer et à avancer en automatique dans ton désespoir, ce que tu dois faire selon Camus ainsi que selon la psychologie, c'est accepter ta situation. Ça veut dire que tu dois non seulement accepter de prendre la responsabilité de ta vie, peu importe les circonstances qui se présentent, mais surtout, tu dois t'efforcer d'apprécier chaque moment qui passe. Alors je vais pas juste balancer ça comme ça et te dire de te démerder, non, je vais te donner quelques étapes à appliquer pour justement y parvenir. Alors étape 1, accepte tes pensées et tes émotions. Plutôt que de ruminer constamment sur le pourquoi de tes décisions, c'est-à-dire pourquoi j'ai fait ça, pourquoi ma vie c'est de la merde, pourquoi je me fais tirer les oreilles virtuellement par un mec en pull rose, ici, observe simplement ces pensées en mode « Ouais, j'ai cette pensée de ce jour-là où j'ai mis accidentellement feu à ma maison. Ouais, j'ai cette pensée de ce jour-là où j'ai regardé cette vidéo sur YouTube qui m'a rendu dépressif et qui m'a fait réaliser la petitesse de mon existence dans l'univers. » Et si jusque-là tu penses que c'est complètement débile comme méthode et que ta situation est beaucoup trop horrible pour être résolue par une méthode à la con, bah c'est parfait alors. Observe cette pensée justement. Cette méthode te permet justement de te dissocier légèrement de certaines situations du passé afin d'éviter de trop t'identifier à ces dernières. Exemple tout con pour illustrer. Ce n'est pas parce que tu as échoué à une tâche en particulier que toi-même tu es un échec. Et si tu penses comme ça, alors crois-moi, t'as besoin de te mettre dans la position de l'observateur de ta vie. On est tellement
tellement omnubilés par notre propre identité, on cherche tellement à trouver un sens à cette identité qu'on en oublie souvent que le soi n'a pas de substance et n'est pas immuable. Donc concrètement, on s'intéresse plus à qui on est plutôt qu'à ce qu'on fait. Et c'est ça qui nous rend réellement malheureux. Mais du coup, il se passerait quoi si on n'avait pas besoin de savoir qui on est pour être heureux? Si ça se trouve, se connaître réellement est une tâche impossible, comme par exemple le fait de pousser un rocher sans cesse en haut d'une colline pour le voir retomber tout en bas. Quelque part, si on est honnête, malgré le fait que j'encourage beaucoup à apprendre à se connaître soi-même et que je considère ça comme capital pour la bonne croissance d'un individu, il faut avouer que c'est un processus sans réelle fin, car notre identité n'est pas rigide. En pratique, on devrait suivre l'exemple d'un enfant qui joue un rôle. Ce dernier s'amuse et est heureux, mais reconnaît en même temps que le rôle qu'il joue n'a aucun réel impact sur sa vie et sur son environnement. Quand on était enfant, on ne se connaissait pas vraiment, et pourtant chaque moment, bien que différent du précédent et différent du suivant, était purement authentique, ce qui menait alors à un bonheur simpliste mais bien réel. Cependant, toi et moi, on n'est plus des gosses, hein. On a des factures à payer, un job à faire et des responsabilités à remplir. Du coup, en quoi ce que je dis peut s'appliquer dans nos vies? Déjà, souviens-toi, plus tôt je t'ai expliqué comment le refus du passé causait la perte de contrôle sur son avenir. Cependant, maintenant que tu arrives à l'accepter, du moins je l'espère, il te faut volontairement décider du cap à suivre. Alors je sais que pour beaucoup qui regardent, ça paraît toujours aussi con que tout à l'heure ce que je dis. Parce que bon, quand t'es coincé dans une situation immuable, comment peux-tu décider de ton futur? Eh bien vois-tu, je vais te donner un exemple tout con. Imaginons tout de suite un mec nommé Timmy. Timmy est un éboueur de profession. Là où la plupart de ses collègues ruminent encore sur leur choix de vie passé qui les ont menés à cette carrière un peu merdique, Timmy, lui, ne réfléchit pas à ça. Au contraire, il a accepté la situation et se demande ce qu'il peut faire par la suite. Alors un jour, après mûre réflexion, Timmy décide de devenir le meilleur éboueur possible, le plus rapide, le plus propre, le plus efficace, au point où même passé ses heures de travail, il réfléchissait à des moyens d'améliorer ses performances. Et maintenant, peu importe les situations de merde dans lesquelles Timmy se retrouve dans sa vie, il ne rumine plus dessus et se demande simplement qu'est-ce que je peux faire pour la suite. Un exemple encore plus extrême serait le cas du psychiatre Viktor Frankl, un juif condamné au camp de concentration qui a quand même décidé de se concentrer entièrement à la beauté de la nature autour de lui. On est d'accord entre nous que sa situation était la quintessence même d'un manque de liberté et pourtant il a su trouver sa propre liberté au travers de ses réactions face aux éléments extérieurs. C'est quoi le point commun entre Timmy et Viktor? Simple, les deux se sont engagés vers un chemin, une direction qui certes n'était pas parfaite, mais qui leur offrait néanmoins un cap à suivre. Quelque part, on n'a pas besoin d'objectifs hyper précis ou encore d'être entièrement libre dans nos vies pour savoir ce qu'on va faire. Mais chacun a quand même besoin d'une vague direction à suivre. Mais du coup, concrètement, c'est quoi la prochaine étape? Devenir millionnaire? Fumer des cigares et baiser 7 meufs différentes par semaine comme Andrew Tate? En soi, techniquement, tu fais ce que tu veux, mais tu dois comprendre qu'accomplir la tâche que tu choisis ne va pas te rendre plus complet, car comme dit plus tôt, le soi est constamment en mouvement, et donc il n'y a rien concrètement à compléter. Toi et moi, on existe juste au sein de l'univers, et on va continuer d'exister jusqu'au jour inévitable de notre mort. Alors la question maintenant c'est, qu'est-ce que tu vas faire de ce temps? Quelque part, Sisyphe, en acceptant entièrement sa situation, finit par libérer son esprit des pensées parasites qui l'habitaient, ce qui lui permet alors d'être entièrement présent durant l'action. Il n'est pas perdu dans ses pensées, mais bien dans l'acte lui-même de pousser le rocher. Autrement dit, Sisyphe est alors dans un état de flow dans lequel aucune des chaînes du désespoir ne peut espérer le maintenir sur place. Sa situation ne change pas, hein. Il est toujours condamné et reconnaît l'étendue de l'absurde, mais en même temps, il reconnaît aussi que rien ne l'empêche d'apprécier la nature autour de lui. Il reprend le contrôle de sa vie et décide volontairement de se consacrer au fait même d'être heureux, à la beauté de l'existence, malgré sa situation complètement merdique. Le bonheur n'est donc pas quelque chose d'aléatoire qui va et qui vient dans nos vies, mais bien quelque chose qui nécessite de l'effort et une acceptation non seulement du passé immuable, mais aussi du futur incertain, tout en s'engageant entièrement dans le présent. Du coup, la question à se poser maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'on serait heureux? Qu'on se le dise honnêtement, frérot, entre nous, toi et moi, on a probablement une liste immense de choses qu'on regrette avoir fait ou n'avoir pas fait, et même des trucs qu'on déteste sur nous qui ne semblent jamais changer. Et pour rajouter une cerise sur le gâteau, un jour, toi et moi, et tous les autres membres de l'humanité, on va tous crever. Du coup, à ce moment-là, dans cette situation, comment justifier notre bonheur? Eh bien, selon Camus, le bonheur n'est pas juste quelque chose que tu devrais essayer d'obtenir en faisant genre un tour de passe-passe et à se dire « Oh, je suis heureux, regardez-moi, je souris ». Non, mais une obligation qu'on a envers la bonté du monde ainsi que la bonté en nous-mêmes. En gros, la simple présence de bonté en autrui, dans le monde et en nous-mêmes justifie là l'existence du bonheur dans nos vies. Alors ne te méprends pas, hein, je dis pas non plus de forcer le sourire
rire constamment comme un con là et de prétendre que le mal n'existe pas. Non, justement, ça c'est ce que font déjà 90% des gens à qui tu demandes « Et comment ça va ?» Et ils te répondent « Ça va et toi ?» alors qu'au fond ils ont envie de se flinguer tous les jours de leur vie. Le bonheur, il n'a pas besoin de ressembler à Disneyland avec des sourires partout et des feux d'artifice. Non, c'est plus un acte de défiance du mal dans le monde dans lequel on se concentre volontairement sur le bon. Donc en soi, Sisyphe sur sa montagne là, il est pas heureux en mode « Ah, je kiffe ma vie, regardez-moi, je suis trop heureux », mais plus en mode serein, posé, calme. Il accepte la situation et trouve la paix dans son esprit. Le bonheur, c'est simplement accepter ce qui était, s'engager dans ce qui est, sans pour autant se concentrer sur ce qui sera. La vie n'a aucun sens réel, frérot. Et pourtant, certains moments tout petits au sein de celle-ci, tels que une chanson, le sourire de celle qu'on aime, un câlin avec sa mère, le rire de son père, l'odeur de ton plat favori, le son du vent qui grésille dans les champs, tous font partie de la vie. Et peut-être bien que c'est suffisant. Ce qui est arrivé, et ce qui doit arriver n'est jamais garanti. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Dans tous les cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner mais aussi à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.